à tous, bienvenue. Donc, je suis Laureline Bétan, je suis chargée de mission au pôle Messidor au sein de l'Institut pour la recherche en santé publique. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau café de l'IRESP. Donc, ce format court a pour ambition de valoriser des projets de recherche financés dans le cadre de nos appels à projets. Euh, Avant de démarrer, je vous informe que vos micros et caméras sont coupés. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat pour le temps de questions-réponses après la présentation. Enfin, nous vous informons que cet événement est enregistré et qu'il sera visible en replay sous-titré sur le site de l'IRESP prochainement. Notre pari avec ces cafés, c'est de consacrer 30 minutes à la présentation de résultats d'une recherche finalisée ou en cours de finalisation et à échanger tous ensemble sur le sujet. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud Deguerra, directeur adjoint de l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM, pour nous présenter le programme Messidor. Arnaud, je te laisse la parole. Merci Laureline. C'est bon, vous m'entendez? Bien. Ok, super. Bon, j'ai des instructions comme quoi il ne faut pas que je sois long, donc on va faire très très court. Mais premièrement, donc je remercie l'IRESP et donc je voulais juste intervenir assez rapidement pour vous dire que le programme Messidor, donc c'est un programme de soutien donc d'appel à projet qui est doté d'une dizaine de millions d'euros chaque année. Et donc Barbara, qui va nous présenter le projet aujourd'hui, est une des lauréates de la première édition de Messidor qui avait eu lieu en 2022 et qui a été donc, en fait, qui est un appel à projet INSERM, mais qui est opéré par l'IRESP. Donc déjà, je remercie l'IRESP. Et juste pour vous dire que cet appel à projet Messidor soutient des projets de très très haut niveau. Encore cette année, on va bientôt libérer les noms des lauréats, mais il y a une grosse compétition et on a c'est vraiment de la, comme on dit maintenant, de la cutting edge science. Donc Barbara va vous expliquer ce qu'elle a fait. Vous allez voir, c'est un sujet absolument passionnant et qui utilise en particulier, c'est une des particularités de Messidor, des données de santé qui sont jusqu'à présent en France assez peu utilisées et qu'on essaye de promouvoir également au sein de Messidor, un peu comme également, par exemple, des échantillons qui sont aussi sous-utilisés en France. Alors, on y va, Barbara. Je te laisse vous Je présenter vais faire ton une petite présentation passionnant projet. de nos deux chercheuses peut-être avant. Je fais ça Eh ben, vas-y, rapidement. vas-y, Voilà. Laureline. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir effectivement Barbara Euth, qui est donc directrice de recherche INSERM au Centre de recherche en épidémiologie et statistique, et Cécile Siangura, médecin endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière. Et effectivement, elles vont nous parler du projet NumaSurge, qui est un très bel exemple de collaboration entre chercheurs et cliniciens et qui est le cœur du programme Messidor. Donc maintenant, je vous laisse la parole, Cécile et Barbara. Donc c'est Cécile qui va démarrer. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et à ce petit café. Bonjour à tous. Donc, en effet, je commence en vous présentant quelques éléments du contexte dans lequel le projet NumaSurge s'intéresse. Donc, c'est un projet qui s'intéresse aux marqueurs nutritionnels maternels pendant la grossesse et aux liens qu'on peut identifier avec la croissance fœtale en particulier, donc en population générale, et en population de femmes opérées de chirurgie bariatrique. Donc, le contexte de la chirurgie bariatrique en France est celui-ci. En fait, la France est un pays qui opère quand même beaucoup. On a atteint à peu près 30 000 interventions sur les dernières années. Il y a une file active qui comprend plus de 600 000 personnes opérées en France. Et donc, les interventions habituellement réalisées sont plutôt des sleeves ici sur votre droite ou des bypass en Y sur l'image du milieu. Et en fait, les personnes opérées représentent pour 80% d'entre elles des femmes. Donc, c'est vraiment une intervention qui concerne beaucoup plus les femmes. Et il y en a une grande majorité qui sont en âge de procréer, puisqu'il y a la plupart d'entre elles qui ont moins de 50 ans. Et on a pu évaluer sur les données du PMSI que environ 1,6% des grossesses en France survenaient chez une femme qui avait eu un antécédent de chirurgie bariatrique. Donc ce n'est pas une situation anecdotique et donc on s'y intéresse pour plusieurs raisons.
Et en particulier parce que ça modifie le pronostic des grossesses. Donc pour la mère, il y a plutôt un avantage à être opérée dans le sens qu'il y a moins de problèmes d'hypertension gravidique, moins de diabète gestationnel une fois que les femmes ont été opérées. Et pour l'enfant, il y a moins de macrosomie, moins de gros bébés à la naissance. En revanche, il y a 2 points qui nous intéressent en particulier, c'est qu'il y a une augmentation qui est modérée de la prématurité, mais qui existe, et surtout une augmentation des enfants qui sont plus petits que ce qui est attendu pour l'âge gestationnel. C'est ce qu'on appelle le SGA ou le PAG. Donc, c'est des enfants qui ont un poids de naissance qui est inférieur au 10e percentile. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises pour faire le lien entre chirurgie bariatrique et petit poids pour l'âge gestationnel, comme le type de chirurgie, le délai après l'intervention, de survenue de cette grossesse, la prise de poids de la maman et bien sûr les déficits nutritionnels, puisque c'est des éléments qui sont connus en population générale de liens entre des déficits en certains micronutriments et de retard de croissance. Et on sait que la chirurgie bariatrique expose la personne adulte qui est opérée à un certain nombre de déficits, d'anémie, de carences en divers micronutriments. En 2019, les professionnels de santé se sont regroupés pour essayer d'émettre des recommandations de bonnes pratiques cliniques sur la prise en charge de ces femmes enceintes après chirurgie. Et donc, c'est un groupe que j'ai pu coordonner et qui implique de très nombreux professionnels, également représentants d'associations de patients. Et donc, on a pu émettre comme ça un document en 2019 avec des recommandations. Simplement, on a été assez limité en termes de niveau de preuve, puisque dans la littérature, ce sont à chaque fois des études de petits effectifs, souvent observationnels, et on a rarement les marqueurs nutritionnels pour essayer de vraiment travailler sur les causes ou sur les facteurs associés au petit poids des enfants. À l'occasion de ce travail, on a souligné l'intérêt de mettre en commun l'ensemble des cas dans les différents services, dans les centres obésité français pour avoir une base de données partagée. Et puis, on s'est aussi rendu compte que finalement, on était très limité pour interpréter les valeurs des micronutriments, puisqu'on ne disposait pas, dans le contexte de la grossesse, spécifiquement de normes pour tous les micronutriments d'intérêt. Et enfin, dans la littérature, il y avait très peu de données sur le devenir des enfants à long terme. Donc, fort de ce constat, on a souhaité du coup travailler plus précisément sur ces différentes questions et on a pu répondre avec l'équipe de Barbara Eudes à cet appel d'offres Messidor en 2022. On a obtenu avec grand plaisir. Et donc, pour répondre à ces différents enjeux identifiés par le groupe Barrière Mat, on a d'abord proposé un objectif général qui était d'améliorer cette prise en charge nutritionnelle des femmes après chirurgie bariatrique et de standardiser ces pratiques. Et donc, pour cela, à la fois d'apporter des nouveaux éléments de preuve sur le rôle de ces marqueurs, de ces déficits potentiels en vitamines et micronutriments sur le devenir des grossesses et la santé du fœtus et du petit enfant, mais aussi d'avoir un meilleur recueil et d'avoir une standardisation de ce suivi nutritionnel dans les centres de spécialité d'obésité. Et donc, c'est ce premier Work Package qui avait cet objectif, mais également donc de constituer une première cohorte de femmes suivies dans ces services et de femmes ayant eu une chirurgie bariatrique avant la grossesse. Notre deuxième sous-objectif était d'apporter des valeurs usuelles en micronutriments et vitamines à partir de prélèvements biologiques de femmes enceintes en population générale. Et donc pour ça, on a utilisé des banques biologiques de cohortes de naissance existantes. On a voulu aussi s'intéresser aux liens entre ces concentrations en micronutriments et vitamines et la santé du fœtus et du nouveau-né. À la fois chez les femmes tout venant et chez les femmes ayant eu une chirurgie bariatrique. Et enfin, à partir des données médico-administratives, donc du SNDS, qui sont les données typiquement de consommation de soins enregistrées par notre système de santé, d'étudier un peu mieux le devenir de ces enfants dans cette base de données. Et donc, on avait vraiment
Enfin, vous voyez que c'est vraiment une question de recherche qui venait des questions de terrain, de la clinique. Et on a rassemblé pour ça, c'est Cécile qui a coordonné ces aspects cliniques et qui a amené dans le projet aussi Bérénice Ségrestin qui vient des Hospices civils de Lyon, avec Force qui a un réseau qui coordonne des recherches autour de la question de l'obésité et qui, dans le cadre de Numasurge, coordonne la recherche clinique dans les centres spécialisés. Une équipe en biologie, donc avec Bénédicte Lelièvre, et Claire Riblange qui, elle, coordonne les analyses à partir des données du SNDS. Donc, on a commencé par rédiger un article qu'on a appelé un article protocole, mais qui résume, qui détaille l'ensemble de ces sous-objectifs et de leur articulation. Et donc, vous avez ici l'articulation des différents work packages dans notre jargon, donc des différents sous-objectifs. Donc, les 3 premiers étant très interconnectés parce qu'on va comparer les femmes qui ont eu une chirurgie bariatrique aux femmes provenant de cohortes en population générale. Et on va aussi donc établir des valeurs usuelles, comme le disait Cécile tout à l'heure, à partir de cohortes en population générale. Et on va pouvoir donc comparer les valeurs relevées dans la cohorte de femmes après chirurgie bariatrique. Donc, on va rapidement passer en revue où on en est de ces différents sous-objectifs et on pourra voir où est-ce que ça nous amène en termes de perspective ensuite. Donc, je te passe la parole, Cécile, pour le premier work package. Oui, alors le premier World Package qu'on pilote à 3 avec mes collègues ici représentés, et puis Nesrine Zahabar, dont on n'a pas encore parlé, qui est chef de projet à Force et qui travaille avec nous. Donc l'objectif, c'est donc d'élaborer une cohorte de femmes opérées de chirurgie bariatrique enceinte, et on s'est donné l'objectif de 1000 femmes. Et puis à l'issue de ça, pouvoir créer, on l'espère, un dossier standardisé utilisable dans la clinique ultérieurement. Et donc, pour la diapo, voilà. Donc, on a fait pour établir le CRF de cette base de données, on a fait un certain nombre d'allers-retours en partant absolument de la clinique, puisqu'on a commencé par une enquête de pratique dans les différents centres spécialisés obésité. On a fait plusieurs réunions avec les nutritionnistes, les pédiatres, les obstétriciens pour essayer vraiment de recueillir le maximum de données informatives et qui étaient réalisables en pratique courante et pertinente pour les questions de recherche qu'on se posait. Et donc, vous voyez qu'on a fait plusieurs versions de l'observation, de V0, etc., jusqu'à V4, au fur et à mesure de cet aller-retour avec les gens de terrain, avec qui on a communiqué de façon très régulière par newsletter et réunion. Et on a pu mettre en place, après ensuite l'ouverture de ces différents centres, donc on est 23 centres impliqués, et débuter les inclusions au mois de mai de cette année. Et alors, on est très heureux de voir la courbe d'inclusion, puisqu'aujourd'hui, on en est à la moitié de la cohorte, un peu plus, 525 femmes incluses. Et on a du coup bon espoir d'atteindre les 1000 femmes, ou en tout cas de s'en rapprocher au fur et à mesure des inclusions sur l'année à venir. Donc, le calendrier pour ce groupe est vraiment d'inclure toutes les femmes qui vont être enceintes jusqu'à septembre 2026. C'est donné comme date limite de la dernière naissance, septembre 2026. Puis ensuite 2 mois pour recueillir les données, puisqu'on a quelques données du postpartum à recueillir. Voilà, et donc du coup, la constitution de cette cohorte sera normalement terminée en décembre 2026, avec vraiment des inclusions qui vont toutes être prospectives, et les données vont être ensuite transmises à l'INSERM pour une analyse. Et on a fait une première extraction intermédiaire là de façon très récente pour déjà un peu travailler sur la qualité des données et revenir au dossier si nécessaire. Donc voilà pour le premier groupe. Je laisse la parole à Barbara maintenant pour l'avancement du World Package 2. Et donc, à partir de cette cohorte qui va être constituée, une des questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les valeurs de ces paramètres biologiques qui nous intéressent, qui sont les microvitamines et les nutriments. Et surtout, on va vouloir savoir à quel point ils diffèrent de la population générale. Et donc, c'est l'objectif du WP2, donc d'aller mesurer les taux de microvitamines et nutriments, donc ici en l'occurrence ferritine, folate, vitamine B12, vitamine D, vitamine A et zinc,
On est allé donc, il restait donc des échantillons biologiques de sérum et des plasmas dans les cohortes Eden et ELF, qui sont des cohortes qui ont inclus pour Eden des femmes enceintes pendant la grossesse et qui suivent donc dans les années 2003-2006 et qui ont suivi les enfants et leur santé par la suite. Et la cohorte ELF qui a inclus en 2011 plus de 18 000 enfants et leurs mamans, et pour lesquels il y a eu aussi également un prélèvement de sang. Et donc, à partir de près de 3000 échantillons de sérum, plus de 3000 échantillons de plasma prélevés à différents âges gestationnels, on va pouvoir ainsi proposer des valeurs pour ces vitamines et micronutriments en population générale. Donc, il y a eu un gros travail pendant 2 ans de sélection des échantillons les plus pertinents, donc grâce notamment à Muriel Tafflet dans mon équipe, puis de discussions avec les 3 laboratoires partenaires de biologie, Angers, Marseille, Toulouse. Je vois qu'il y a Amandine qui est ici, qui nous a beaucoup aidé pour les aspects administratifs, pas toujours simples, avec Toulouse. Et donc, on a réparti la charge de travail en termes de prélèvement biologique entre ces 3 laboratoires. Et les dernières analyses seront effectuées dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on aura l'ensemble des résultats au printemps. Donc, on a extrait les premières bases de données et les premiers résultats pour la partie de la cohorte Eden qui avait été analysée à Angers. On a des premiers résultats préliminaires, donc je ne les affiche pas parce que c'est vraiment préliminaire à ce stade, mais qui montrent déjà qu'on a des statuts vitaminiques pendant la grossesse de la cohorte Eden qui sont plus défavorables au sein des femmes qui sont en situation d'obésité en début de grossesse par rapport aux femmes de poids normal. Un autre résultat intéressant était que le statut en vitamine D était très inférieur aux recommandations pour l'ensemble des femmes. La suite du travail va donc d'abord, on va élargir ces analyses à l'ensemble des échantillons et proposer des valeurs usuelles pour l'ensemble des microvitamines et nutriments. Et le troisième objectif va être de regarder les associations entre ces biomarqueurs et la croissance fœtale, le risque de prématurité, les outcomes de naissance, à la fois dans nos cohortes en population générale et dans la cohorte après chirurgie bariatrique. Et donc le dernier travail qui est coordonné par Claire Riblange est cette fois de s'intéresser au devenir à plus long terme des enfants, mais on n'avait pas encore évidemment de recul suffisant au sein de la cohorte bariatrique pour faire cela. Donc on est allé chercher l'information au sein du SNDS. Voilà, et donc il y a eu un premier volet qui a consisté à regarder les issues de grossesse de façon assez immédiate. Et donc, en analysant voilà, 56 000 grossesses chez des femmes opérées, en comparaison à plus de 224 000 témoins qui ont été appariés pour un certain nombre de caractéristiques connues pour influencer les pronostics de grossesse, avec une femme opérée pour 4 témoins. Et on a rapporté ici les résultats qui étaient significatifs, donc de façon très schématique et bien sûr pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez retrouver ceci dans un article, puisqu'en fait ce travail a fait l'objet d'une publication l'an dernier avec tous les éléments de détail. Et donc on retrouve la réduction des pathologies maternelles, donc diabète gestationnel et troubles hypertensifs, avec à peu près un odds ratio de l'ordre de 0,5. Une réduction aussi du risque des bébés trop gros pour la gestationnelle avec un odds ratio à 0,5 également. Et ce qu'on a abordé en introduction, donc l'augmentation des petits poids pour la gestationnelle avec un odds ratio à 2 et la prématurité à 1,5. Et dans cette étude, chose assez nouvelle, c'est une augmentation de la mortalité périnatale jusqu'au 7e jour de vie de l'enfant chez des mamans qui avaient un antécédent de chirurgie bariatrique, avec beaucoup
on est assez précautionneux pour parler de ces résultats-là, puisque ce sont des tout petits effectifs, hein. On parle de quelques dizaines on parle vraiment de quelques dizaines d'enfants. Donc, c'est des effectifs qui sont limités et surtout, la mortalité, elle était médiée par la prématurité et les petits poids pour la gestationnelle, vraiment renforçant l'intérêt qu'on a pour ces 2 problématiques après chirurgie. Voilà, donc il y a pas mal d'analyses ensuite en sous-groupe qui ont été réalisées pour vérifier les marqueurs un petit peu de gravité. Et donc la malnutrition maternelle a été très associée à toutes ces issues de grossesse, un délai de chirurgie grossesse court également, une obésité très sévère avant la chirurgie avec une IMC à plus de 25 également. Et puis il y avait toutes les interventions prédisposées à ces risques ou à ces bénéfices, avec une espèce de gradient selon le type d'intervention, le bypass étant celui qui avait le plus d'effet. Et en ce moment, est en cours un travail qui porte maintenant sur les données de l'enfant sur la diapo suivante à plus grand âge. Donc on est sur vraiment l'évolution de la consommation de soins des enfants jusqu'aux 10 ans de l'enfant. Et donc les enfants, cette fois, ont été comparés avec des enfants nés de femmes sans chirurgie bariatrique, toutes choses égales par ailleurs, ou des enfants nés des mêmes mamans, mais avant la chirurgie bariatrique. Et donc ces données sont en cours de consolidation et de multiples analyses complémentaires. Mais donc on retrouve cette augmentation de la mortalité post-bariatrique qui concerne vraiment les 28 premiers jours de vie. Et encore une fois, avec des tout petits effectifs, donc on est très très prudent avec l'annonce de ces résultats. Et puis, on a eu un intérêt pour le risque d'obésité chez l'enfant et le risque de troubles du neurodéveloppement qui sont également augmentés après chirurgie bariatrique quand on compare à des femmes qui n'ont pas du tout l'antécédent de chirurgie bariatrique, mais dont on ne retrouve pas d'association quand on compare les enfants entre eux au sein d'une même fratrie. Donc ça soulève beaucoup de questions sur la prédisposition à ces pathologies indépendamment de la chirurgie bariatrique. Et donc, on aura l'occasion de communiquer plus précisément sur ces résultats ultérieurement. Donc, vous voyez qu'on a à peu près, j'ai mon micro, oui. Oui, à peu près, un peu après le mi-parcours de ce projet. Et donc, on a passé des étapes importantes de constitution de bases de données, de collecte de données et d'analyse d'échantillons biologiques. Et donc, on va maintenant vraiment passer à la phase d'analyse statistique plus approfondie. Et l'objectif est, comme vient de le dire Cécile, de vraiment comprendre quel est l'impact de ce statut nutritionnel des femmes sur les associations qu'on observe entre chirurgie bariatrique et en particulier la santé du nouveau-né. Et donc, à ce stade, on a déjà de nouvelles idées. Donc, on a un peu dépassé le temps, je vais passer vite, mais on aimerait Je vous aller laisse déjà... quelques minutes pour parler des perspectives, n'hésitez pas. Ouais, voilà, déjà un peu plus loin pour notamment aller plus loin sur le suivi des enfants. Et donc, on va s'intéresser à cette question au sein de la cohorte Philomène, qui est un projet de grande cohorte pédiatrique française qui inclura 100 000 enfants et donc au sein desquels on attend potentiellement entre 1500 et 2000 femmes qui auraient eu une chirurgie bariatrique. Et il y a d'autres projets qui ont déjà été déposés ou qui sont en cours de réflexion, et notamment un IRC Starting Grant, où on va chercher à recontacter les femmes qui ont été étudiées dans le cadre de Numasurge, donc les femmes après chirurgie bariatrique, pour essayer de suivre le devenir de leur enfant. Donc, je passe vite pour conclure et dire que voilà, Numasurge, c'est vraiment un projet pluridisciplinaire et vraiment structurant qui a mis ensemble des équipes de recherche clinique et de recherche plus académique à l'INSERM. Et c'était vraiment une complémentarité et un besoin évident pour répondre à ces questions de recherche. Et l'implication de ces acteurs de la recherche et du soin vont vraiment permettre une meilleure prise en charge, une standardisation de la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes après chirurgie bariatrique. C'est vraiment l'objectif ultime de ce projet. Et donc, on veut remercier tous les acteurs, tous les centres de spécialité d'obésité, tous nos collaborateurs sur le projet,
qui est un vrai plaisir à coordonner. Merci pour votre attention et on est disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Barbara et Cécile. Donc, oui, effectivement, on va passer à la partie questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Déjà, merci pour la qualité de votre présentation. On sait que c'est pas facile de présenter tout un projet en un temps aussi contraint, mais c'est un très beau projet qui effectivement montre un beau fonctionnement de collaboration. Donc, c'est très agréable de constater ça. J'ai une première question qui est, y a-t-il des éléments du projet qui pourraient inspirer d'autres champs de prévention suivi post-chirurgical autres que l'obstétrique? Écoutez, donc probablement que oui. On se pose beaucoup de questions dans la prise en charge autour de la chirurgie bariatrique. En particulier, je pense que les ressources SNDS, enfin du SNDS sont vraiment très importantes pour essayer de mieux comprendre certains phénotypes ou certains bons répondeurs à certaines interventions ou en termes de complications, par exemple. Donc c'est sûr que les données sur les SNDS, mais c'est déjà fait en partie pour cette base de données. Après, sur une grande cohorte plus clinique nationale, oui, on peut imaginer sur des questions précises. La mutualisation des cas, par exemple, pourrait permettre comme ça de répondre à des questions de façon plus précise ou sur des sous-populations d'effectifs plus réduits, par exemple. Ouais, peut-être aussi que finalement la question des valeurs usuelles de micronutriments et vitamines, bon, elles existent hors chirurgie, mais la comparaison, tout ce suivi nutritionnel, finalement, il peut aussi se poser hors contexte de la grossesse. Je ne sais pas où en était le niveau de preuve à ce sujet-là, Cécile, mais... Oui. C'est sûr que la question, par exemple, des normes spécifiques en situation d'obésité, elle est mal connue, indépendamment de la grossesse. Et donc, déjà, ces éléments-là vont permettre peut-être d'avoir une approche un peu différente sur le raisonnement autour des valeurs cibles que nous, on met en lien avec des issues obstétricales ou de l'enfant. Mais c'est vrai que toute cette approche comparaison population générale et patients en situation d'obésité, elle va être intéressante sur le plan nutritionnel pour aller un peu plus loin par ailleurs. Oui. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui est, dans le projet, comment avez-vous décidé des micronutriments à étudier en priorité, sachant qu'on a vu que c'était lié à la comparaison avec une cohorte, avec la cohorte Elf et Eden, mais est-ce qu'il y en a que vous avez priorisé plus que d'autres? Il y avait eu un groupe de travail également sur ces aspects-là avant Numasurge, sur lesquels on s'est reposé sur les conclusions de ce groupe de travail qui était le groupe de travail Biomat dirigé par Bénédicte Ségrestin, donc qui est partenaire du projet, qui avait identifié les vitamines et micronutriments les plus pertinents. Alors, on n'a pas pu tous les doser. Il a quand même fallu faire des arbitrages pour des questions de budget, pour des questions de quantité de matériel biologique à notre disposition. Mais c'était les paramètres pour lesquels les déficits étaient connus comme étant associés à des conséquences soit maternelles, soit néonatales. Il y avait aussi des petites contraintes techniques parce que c'était des échantillons qui étaient conservés depuis longtemps et on a quand même vérifié dans la littérature qu'ils avaient une bonne stabilité vis-à-vis de la conservation à moins 80 degrés dans notre biobanque. Mais donc ça, c'est pour Eden et Elf. Mais par contre, dans la cohorte bariatrique, Cécile, vous avez recueilli plus d'éléments que ça. Oui, on a recueilli tous les éléments qui sont actuellement recommandés dans la surveillance post-bariatrique. Merci beaucoup. Alors, j'ai d'autres questions. En moyenne, la grossesse débutait combien de temps après la chirurgie dans votre cohorte? Je comprends. Alors, dans la cohorte bariatrique en cours de constitution, on ne peut pas encore répondre à cette question puisque le recueil et les inclusions ne sont pas terminés. Sur les données du SNDS dont on a parlé, c'était en moyenne 2,9 ans
entre la grossesse et la chirurgie. Et là, il y avait à peu près une moitié des femmes qui avaient une grossesse entre 2 et 5 ans après leur intervention, mais également 5 à 10% avant la première année ou avant les 6 premiers mois ou d'autres plus tardives qui nous ont permis comme ça d'étudier en fait l'association avec le délai chirurgie-grossesse. Merci. J'ai une question. L'IGAS avait pointé il y a quelques années un fort déficit dans le suivi des personnes ayant subi une chirurgie bariatrique. Avez-vous eu l'occasion de constater une amélioration dans le cadre de NumaSearch? Alors, c'est une question difficile. Dans NumaSearch, on n'est pas trop dimensionné pour pouvoir répondre à cette question, puisque nous, on recueille des femmes qui ont été opérées quelque part il y a un certain temps, et on les a à l'occasion de la grossesse. Mais malheureusement, on constate que beaucoup de femmes qu'on rencontre à l'occasion de leur grossesse pour la constitution de la cohorte avaient plus de suivi en fait. Donc c'est pareil, on aura ce taux de suivi quand on a fini les inclusions et fini l'analyse des données. Pour le moment, on l'a pas. Donc je peux pas répondre avec des éléments chiffrés, mais malheureusement, un certain nombre de femmes ont une grossesse sans qu'elle n'ait été préparée auparavant. Merci. Alors, j'ai d'autres questions. Tout le monde se, se lance. J'ai des recommandations dans la prise en charge des mères et des enfants pourraient-elles être envisagées à terme? Bien oui, c'est l'un des objectifs de NumaSearch, c'est de pouvoir améliorer les recommandations pour la pratique qui sont actuellement en vigueur et qui sont, voilà, dont on a montré les limites en fait, de par le manque de données ou les imprécisions. Oui, oui, on espère bien que ça puisse être avec Et un peu de l'hétérogénéité, ouais. Parce que ouais. vous aviez fait le constat que dans les CSO, il y avait une grande hétérogénéité de prise en charge de suppléments vitaminiques, etc., selon les centres. Donc l'idée, c'est de standardiser un maximum tout ça, de façon Merci. evidence-based. Merci. Je vais prendre deux questions de plus. Donc, les messages autour du poids et de la grossesse peuvent être sensibles. Comment les équipes impliquées dans NumaSearch travaillent-elles pour communiquer de façon non stigmatisante tout en restant cliniquement rigoureuses? Très bonne question. C'est un sujet très important, la non-stigmatisation. On essaye de plus en plus d'adopter, voilà, le bon vocabulaire, de parler, de femmes en situation d'obésité, pas de femmes obèses. Donc ça, c'est le b.a.-ba, mais bien sûr, on peut aller plus loin dans ces aspects-là. On a aussi impliqué, des associations de patients, dans un peu dans notre communication et dans nos réunions, et on est bien sûr ouvert, à tout feedback, à ce sujet si jamais on n'était pas suffisamment attentif, mais on essaie de l'être en tout cas. Cécile, tu as plus l'habitude, ouais. Oui, bah, ça fait maintenant, je pense que c'est une démarche qui est intégrée de façon volontaire dans le soin, et on essaye absolument d'être dans cette dynamique-là. Je pense qu'on peut parler des risques sans être stigmatisant, et en tout cas, l'objectif de cette prise en charge. Euh, voilà, après, en effet, en tout cas, il n'y Il y a a le pas de... risque de stigmatisation et le risque de culpabilisation aussi, donc il faut faire aussi très attention quand on va parler d'excès de risque, vis-à-vis de la santé de l'enfant, à culpabiliser le moins possible les femmes qui sont concernées. Donc, on va être attentif à ça. Ouais. Et c'est vrai il n'y a pas de volet spécifiquement dédié à cette question dans NumaSearch, mais par contre, dans les différents projets qui ont été mentionnés en termes de perspective, on a ajouté cette dimension de voir le vécu des femmes au travers le fait qu'on focus complètement sur le risque, sur l'exposition de l'enfant, etc. Donc c'est un point d'intérêt qui, j'espère, on aura l'occasion d'aborder avec les prochains projets. Merci beaucoup. Bon, j'ai une dernière petite question, je la prends. C'est les résultats de l'étude vont-ils conduire à une demande de remboursement des compléments nutritionnels sur les paramètres les plus critiques chez les femmes enceintes? Alors, pourquoi pas? C'est une vraie question, la question des remboursements
des multivitamines et de certains micronutriments, qui a déjà fait l'objet de pas mal de démarches auprès de l'assurance maladie, indépendamment de la grossesse. C'est vrai que si on peut donc alimenter ces échanges et donner du poids à l'importance de cette supplémentation dans la perspective d'un remboursement, on n'hésitera pas. Mais c'est une question voilà, qui dépasse finalement celle de la grossesse et qui aujourd'hui malheureusement n'a pas de réponse. Vous savez un petit peu les difficultés de financement. Mais qui pourrait être circonscrite à la chirurgie. C'est-à-dire, dans le cadre de la chirurgie, il pourrait y avoir des indications spécifiques et des remboursements spécifiques. C'est ça que tu veux dire, Cécile? C'est pas dans l'absolu, c'est vraiment dans le contexte de la chirurgie. Bien sûr, dans le contexte de la chirurgie bariatrique, bien sûr. Oui, excusez-moi, je n'ai pas été précise là-dessus. Ouais. J'ai une autre question que je vais être obligée de prendre, après on va clôturer. Je suis désolée pour ce petit retard. Un élément structurant de Messidor est d'inciter à la collaboration entre chercheurs et soignants. Docteur Siangura, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Voilà. Oui, alors j'en pense le plus grand bien. Je pense qu'en effet, Messidor nous permet absolument de collaborer. Alors, sur le plan déjà personnel, c'est clairement une opportunité incroyable de pouvoir collaborer avec les structures de recherche INSERM, l'équipe de Barbara et les autres. Donc, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et sur le plan, je dirais, plus collectif, je pense que ce projet Messidor nous permet à tous, dans les centres spécialisés obésité, de structurer notre fonctionnement et que ça upgrade vraiment la précision, le niveau d'implication, de recueil de données, etc. Et ça structure, je pense même, certains parcours de soins qui n'étaient pas très bien formalisés et qui, pour pouvoir s'inscrire dans NumaSurge, ont vraiment amélioré vraiment mieux identifier les intervenants, le circuit des patients, etc. Donc, à la fois dans la qualité des données recueillies, à la fois dans la structuration des parcours, avec un aller-retour incessant qu'on essaye vraiment de faire en revenant à chaque fois vers les cliniciens et qui sont extrêmement sensibles aux avancées et aux résultats de NumaSurge. Je peux compléter. On a eu le congrès français de la Féro la semaine dernière où vraiment il y a eu énormément de communication et de discussion autour de ce projet qui a vraiment suscité l'enthousiasme. Et puis, je voulais aussi exprimer mon point de vue de chercheur INSERM. Pour moi, c'était vraiment aussi un projet extrêmement porteur, le fait de pouvoir vraiment partir de questions de terrain et de prise en charge à laquelle on peut aider à répondre avec nos données en population générale, avec notre approche de recherche observationnelle, etc. C'était vraiment une très, très bonne chose. Et puis, c'est vraiment un projet de tremplin. On a vu, il y a déjà 3 gros projets qui sont soit déposés, soit en cours de réflexion, dont un ERC qui a été déposé par Marion Lecorguillet sur cette thématique. Et on ne s'y attendait pas forcément au moment où elle a lancé le projet qui porte sur la chirurgie bariatrique. Mais maintenant, il y a les nouveaux traitements médicaux de l'obésité qui arrivent. Et là, on est prêt. Grâce à ce projet, on a absolument tout ce qu'il faut pour s'attaquer à la thématique sans attendre 5 ans qu'on se pose des questions sur les conséquences de ces traitements en lien avec la grossesse. On est structuré, on a déjà réfléchi, le traitement n'est pas encore remboursé, mais on est tout à fait prêt à s'attaquer à cette question grâce à toute cette structuration autour de NumaSurge. Donc, c'est vraiment un très, très très bel exemple de bel impact de cet appel d'offres Messidor. Et on remercie vraiment beaucoup ce financement pour tout ça. Merci beaucoup. Donc, nous, on est ravis de vous avoir eu pour que vous puissiez présenter ce projet aujourd'hui. On va devoir conclure. Merci pour l'exercice que vous avez fait parce que c'est pas évident. Et avant de conclure, je voudrais inviter tous les spectateurs au prochain grand rendez-vous de l'IRESP. Donc, c'est le 12 février prochain et c'est consacré au défi du vieillissement avec des vulnérabilités de santé. C'est organisé par mes collègues Aurélia Tison du pôle autonomie et ma collègue Elodie Tiffen qui est chef de projet communication à l'IRESP. Et je vous mets dans le chat les informations pour vous inscrire. Encore merci Cécile et Barbara et puis très bonne continuation pour votre projet. Merci beaucoup.